Irak, destruction d'une nation, c'est le titre d'un documentaire exceptionnel qui nous emmène de la guerre Iran-Irak à l'avènement de Daesh, 40 ans de dictature de Saddam Hussein, de guerres et de mensonges. Bonsoir Jean-Pierre Canet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes journaliste, ex-rédacteur en chef d'Envoyé spécial. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire. C'est en 4 épisodes de 52 minutes. On a pu le voir sur France 5. On précise que c'est toujours le cas pendant 60 jours à compter de la diffusion qui était donc le 31 janvier. 31 janvier, donc on a encore le temps de le voir sur le site internet. Alors d'abord, une question. Vous avez mis 3 ans à réaliser ce documentaire qui se regarde presque comme un thriller. On apprend beaucoup de choses. Mais pourquoi cette destruction de la nation irakienne? Pourquoi il y a eu cette volonté? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a une cause qui est irako-irakienne, il y a des causes irako-irakiennes, ne serait-ce que l'avènement d'un tyran dans les années 70 et 80 qui est Saddam Hussein, son comportement, le fait qu'il ait lié son destin, son peuple à son propre destin. Et puis, il y a des causes aussi de jeux diplomatiques et de jeux géopolitiques majeurs. C'est pour ça qu'on est allé chercher, en fait, dans les 40 ans, en partant à peu près, et un peu plus que 40 ans, en partant de l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein jusqu'à aujourd'hui, parce que nous pensons que c'est une seule et même histoire. Aller chercher les causes de Daesh uniquement dans l'actualité récente, sans même aller vraiment chercher, ne serait-ce qu'au niveau de l'invasion américaine de 2003, c'était pas assez. Ils se sont produits des tas d'événements précédemment, comme l'embargo, 12 ans d'embargo, et la guerre du Golfe, et également la guerre Iran-Irak, qui expliquent aussi la destruction progressive de ce pays, non seulement matériel, mais aussi culturellement, dans les rapports sociaux. On est passé d'une société qui était en marche vers la laïcité, vers la modernité, à une société qui s'est réfugiée dans l'obscurantisme religieux, à beaucoup de niveaux également. Il y a de l'espoir encore en Irak. Mais enfin, c'est ce processus-là. Je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse, mais on raconte un peu, c'est un petit peu comme si vous expliquiez le processus de l'Allemagne nazie, quelque part. C'est un peu ça qu'on essaye de raconter. Et là, on le voit, il me semble, parce que Dick Cheney, à l'image qui rencontre Saddam Hussein, on va justement enclencher avec vous maintenant les rapports qu'il avait, Saddam Hussein, avec l'Occident et en particulier la France. D'abord, un premier extrait. Tout le monde en France se souvient des attentats du 13 novembre 2015. On oublie parfois que le premier des kamikazes était irakien. Regardez. Par les Allemands. Qui se souvient? Qui se souvient que le premier terroriste à se donner la mort au Stade de France le soir du 13 novembre 2015 était un Irakien. Il était originaire de Mossoul. Il s'appelait Ammar al-Sabawi. Il avait 18 ans. Je m'adresse aux familles des victimes en particulier et aux Français en général. Nous sommes désolés qu'un des nôtres ait commis ce crime. Cette personne a été bannie de notre tribu et n'est plus digne d'en porter le nom. Irak, destruction d'une nation. Jean-Pierre Canet, pourquoi rappeler cette information d'emblée dans ce documentaire? Alors, il y a une loi dans le journalisme qu'on appelle la loi de proximité, qui est une loi parfois qui embête un peu les journalistes, qui est en même temps une manière de se dire, attention, à qui est-ce qu'on s'adresse? Et nous, on est allé rappeler cette information que tout le monde avait oubliée, qu'un Irakien s'était fait exploser au Stade de France le soir du 13 novembre, pour ramener les Français, les Européens, les Occidentaux dans cette histoire, et montrer que ce qui s'est passé en Irak, les actions qui se sont produites en Irak, dans l'immédiateté de l'actualité, mais aussi depuis 20, 30, 40 ans, ont eu des conséquences concrètes chez nous. Alors ça s'est manifesté de la pire des manières par le terrorisme, mais c'est prendre à rebours cette phrase que le Premier ministre Manuel Valls avait prononcée sans doute sous le coup de l'émotion en janvier 2016. Il avait dit, en hommage aux victimes de Charlie, lors d'un hommage, il avait dit « expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser ». Bon, nous, on considère pas ça. On considère que expliquer, c'est vouloir comprendre, c'est jamais excuser. Ouais. Et c'est pour ça, on est allé chercher, on a remonté le destin de cet Irakien. Les 4 épisodes ne parlent pas du destin de cet Irakien, mais il prend le prétexte pour rentrer dans la machine. Ouais. Pourquoi Saddam Hussein était-il au départ dans les petits papiers des Occidentaux? On sait qu'il avait des très bons rapports, notamment avec Jacques Chirac, c'est rappelé d'ailleurs dans ce documentaire, avec les Américains, on l'a vu avec Dick Cheney. Ouais. Pourquoi? Vous avez du pétrole, vous êtes en marche vers la laïcité, vous éduquez votre peuple, vous avez surtout du pétrole, vous avez beaucoup d'argent. Vous avez une révolution islamique en Iran, pays voisin. Et vous avez une révolution islamique en Iran, pays voisin, qui est l'ennemi absolu des monarchies sunnites, comme l'Arabie Saoudite, bon client et allié très proche des Occidentaux,
L'Iran, à cette époque, le régime de l'ayatollah Khomeini appelait les États-Unis le grand Satan. Il y a eu 1 an de prise d'otage à l'ambassade des États-Unis. Donc clairement, l'Iran, c'était l'ennemi. Donc Saddam Hussein, il achète nos armes, il achète de l'industrie, il a de l'argent parce qu'il a du pétrole. Il est laïque. Alors on ne regarde pas du tout sa partie tyrannique et le mal qu'il fait à son peuple. Et on va l'utiliser comme bouclier contre l'Iran. Et ça va durer 8 ans, une guerre sanglante, plus de 700 000 morts. Et là, en gros, si vous voulez, l'arsenal qu'on va reprocher plus tard à Saddam Hussein, il se constitue à ce moment-là. La France était le 2e vendeur d'armes après l'URSS à l'Irak. Et il va y avoir cette erreur que beaucoup, en tout cas, qualifient d'erreur de Saddam Hussein, c'est celle d'envahir le Koweït qui va déclencher la première guerre du Golfe. Pour faire simple, quand la guerre Iran-Irak se termine, Saddam Hussein a un peu un sentiment de toute puissance, puisqu'il était l'allié des Occidentaux. On l'a poussé et les Américains lui ont donné du renseignement militaire pour qu'il réussisse à gagner à peu près ce conflit. C'est une victoire à la Pyrrhus. Donc il a des ailes qui lui poussent dans le dos. Il veut se faire rembourser des dépenses qu'il a faites pour cette guerre. Et il demande à toutes les monarchies sunnites de le rembourser parce qu'il considère qu'il a été leur envoyé spécial, si j'ose dire, leur bouclier. Et là, le Koweït va refuser. Donc je vous passe les mois de tractation, il y a d'autres raisons également, et il va envahir le Koweït. Et Jean-Pierre Chevènement, qui est l'un des intervenants de cette série, a une phrase qui est assez imagée. Il dit que Saddam Hussein se prenait pour l'allié des Occidentaux, un peu comme un patron de Pigalle, se croit protégé par la police. C'est très imagé, et là ça va se retourner d'un coup. Saddam Hussein va passer du statut d'allié à adversaire, et vraiment d'un coup, on va décider que l'option militaire va être la première option, bien au-delà de l'option diplomatique. Et va enchaîner, la guerre du Golfe et 12 ans d'embargo vont s'enchaîner, qui vont ramener l'Irak, c'est une expression, mais au Moyen-Âge. Elle a vraiment été tenue d'ailleurs, il me semble, cette expression par James Baker, l'ancien secrétaire de la diplomatie. Absolument. Alors là, c'est le début des mensonges, il y aura celui des armes de destruction massive. Là, il y a cette scène édifiante qu'on voit dans votre documentaire, c'est cette fille de l'ambassadeur des États-Unis en poste à l'ONU qui pleure à la tribune et qui déclare comment l'armée irakienne, en tout cas les Irakiens, auraient déposé des bébés en les sortant des couveuses, en les posant au sol, ce qui s'avérera faux. Alors, loin de nous l'idée de minimiser le danger du complotisme aujourd'hui et de toutes sortes de complots, de faux complots en l'occurrence qu'on peut voir tous les jours sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même avoir un peu plus de mémoire qu'une mémoire courte. À force de tweeter, on oublie d'aller dans le passé. Et dès la guerre du Golfe, pour vendre cette guerre du Golfe, les États-Unis notamment, mais la coalition occidentale, France, Royaume-Uni, États-Unis en tête, vont inventer des informations. Et ça va se faire à travers une société qui était en partie dirigée par un ancien conseiller de George Bush père. On va développer à ce moment-là toute une série de mensonges, et notamment le témoignage de cette fausse infirmière qui est la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, qui va raconter des faux massacres de bébés qui ne vont pas avoir lieu. C'est un bon échantillon des mensonges qui ont eu lieu à cette époque, qui vont être encore plus importants en 2002-2003 pour l'invasion de George Bush père de l'Irak. Avec la fameuse fiole de Colin Powell. Les fioles de Colin Powell, etc. Donc il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut se rappeler que l'alter-vérité, le jeu avec le mensonge, avec les fausses preuves, ça commence là. Ouais. Et ça crée un manque. Enfin, ça rompt la confiance entre des opinions publiques et leurs dirigeants, et même les médias, quand ils les répètent sans discernement. On va regarder un deuxième extrait avec David Petraeus. C'est lui qui a commandé l'offensive sur Bagdad et l'occupation de l'Irak, l'invasion. Regardez. Après 30 ans de règne, la dictature baassiste de Saddam Hussein s'effondre. Le Raïs a eu le temps de prendre la fuite. Une traque de plusieurs mois commence. J'ai tiré 3 grandes leçons de la guerre en Irak. La première, c'est qu'il ne faut pas envahir un pays à moins d'en comprendre réellement l'histoire, la culture, les composantes ethniques, tribales et confessionnelles, la manière dont il fonctionne réellement. Deuxièmement, vous ne devez pas le faire avec une équipe improvisée. Et c'est ce que nous avons fait avec l'autorité provisoire de la coalition. Le constat est terrible de David Petraeus. Pas de plan. Pas de plan. Les États-Unis, alors évidemment les néoconservateurs, notamment Douglas Feist, numéro 3 du Pentagone, ou Paul Wolfowitz, ou alors les nationalistes comme Donald Rumsfeld, vous diront qu'ils avaient un plan. Sauf que quand vous interviewez David Petraeus ou Megan O'Sullivan, qui était la conseillère de Bush dans son 2e mandat, ou tout un tas d'autres gens, ils disent qu'il n'y avait pas de plan précis, qu'il y avait un conflit entre le département d'État et le Pentagone, que jamais les États-Unis n'ont
réfléchi à un vrai plan. C'est l'une des inepties incroyables de cette affaire. Oui. Voilà, Vous n'éludez pas, bien entendu, dans ce documentaire fleuve, les crimes de Saddam Hussein, notamment sur les Kurdes, mais il a le grand mérite, votre documentaire, d'expliquer d'où est né Daesh au fond. Vous dites à l'époque, très bien, on se dit il y a une dictature, on va en enlever le dictateur, mais là, c'est pas enlever un dictateur, c'est la destruction de l'Irak qui va amener donc cette organisation. Quand vous n'avez pas de plan, que vous ne prenez pas en compte le jeu entre les sunnites et les chiites qui constituait la société irakienne pour l'essentiel. Je mets les Kurdes de côté, même s'il ne faut pas du tout les mettre de côté, mais ce jeu entre les sunnites et les chiites étaient plutôt dominants. Le clan de Saddam Hussein était sunnite. Et d'un seul coup, vous enlevez ce régime et les chiites prennent leur revanche. Si vous ne gérez pas ça, si vous ne gérez pas cette sorte de remise mosaïque, ouais, exactement. Ouais. Si vous n'avez pas de plan, si vous ne prévoyez, si vous collez un modèle communautariste et que vous n'avez pas de plan politique derrière, vous provoquez quoi? Une guerre civile. C'est ce qui s'est passé, une première guerre civile. Le général Petraeus a été celui qui a rattrapé la situation sur le terrain. Et au moment où la situation est rattrapée, un autre président, Barack Obama, décide de retirer les troupes, sans doute au mauvais moment, mais Barack Obama, il était cohérent avec son choix, puisqu'il avait toujours été contre. Et en un mois, qui ça a profité? Ça a profité au nationaliste chiite Nouri al-Maliki, Premier ministre irakien, qui a réhumilié les sunnites. Et Daesh s'est formé là-dessus, entre autres. Merci beaucoup Jean-Pierre Canet d'avoir répondu à nos questions. On peut encore voir sur le site internet de France 5, notre partenaire, votre documentaire Irak, Destruction d'une nation.